Et en fait, en tant que chasseur, quelles sont les histoires les plus effrayantes que tu as vécues? Mon père et moi suivions un sentier depuis un moment et nous avons décidé de faire une pause pour reprendre notre souffle. Je me suis assis sur un tronc d'arbre à l'écart du sentier et mon père s'est tenu sur le bord en attendant que je me lève. J'entends du mouvement, je regarde autour de moi et je vois un homme, habillé de façon décontractée, qui marche rapidement, un Glock à la main. Il ne suit pas vraiment le sentier, il se dirige simplement vers mon père en toute hâte. Avant de s'approcher de mon père, il lui demande s'il a vu quelque chose. Je garde un œil sur lui parce que je ne crois pas qu'il était là pour chasser, je pense qu'il était là pour s'assurer que mon père n'avait rien vu qu'il n'était pas censé voir. Il n'était pas habillé comme un chasseur, il ne marchait pas comme un chasseur, c'était la saison des cerfs et il a décidé de sortir son Glock pour attraper un cerf. Je n'étais pas convaincu, alors j'ai mis une cartouche dans la chambre et je les ai regardés parler. Il semblait confiant jusqu'à ce que mon père mentionne qu'il était ici avec moi et fasse un geste dans ma direction. J'ai hoché la tête et fait un petit signe de la main. Il a semblé se désintéresser de nous et a mis fin à la conversation peu de temps après. Il s'est retourné et est reparti comme il était venu, à peu près aussi vite qu'il s'était approché de nous. Cela nous a un peu inquiétés, mais nous avons continué. Nous ne sommes pas retournés dans cette région depuis un certain temps. Mon père m'a dit qu'il y avait eu des saisies de drogue près de cette zone dans le passé. Ce n'est pas une histoire surnaturelle, juste une expérience qui m'a donné envie de ne pas retourner dans cette zone. J'étais observé dans les bois, c'était une sensation étrange. Je suis devenu suffisamment paranoïaque pour commencer à marcher jusqu'à l'endroit où je savais qu'un garde du parc était garé. Après environ 100 mètres, je me suis retourné pour m'assurer que je n'étais pas suivi, et j'ai vu 3 ours en train de fouiller dans mes affaires. L'un d'eux se tenait debout au milieu de la route d'accès et me regardait fixement. J'ai raté ce voyage avec mon père et son compagnon de chasse. Ils chassaient le wapiti dans une région reculée du sud-est du Wyoming. Comme tout bon chasseur d'élan, ils se sont levés à 3h30 pour repérer leur emplacement et observer les schémas du troupeau avant le lever du jour. Alors qu'ils se dirigeaient vers le lieu de chasse, une silhouette est apparue dans leur phare et, d'après ce qu'ils disent, il ne s'agissait pas d'un chasseur. Que faisait une personne qui marchait sur la route dans l'obscurité totale, sans équipement de chasse? Mon père conduisait, il a donc ralenti dans son camion et son ami a préparé son arme de poing, car il s'agissait d'un acte criminel. Lorsqu'ils ont pu distinguer la silhouette dans les phares, ils ont vu qu'il s'agissait d'une fille en débardeur et en sous-vêtements, qui ne portait pas de chaussures. Ils se sont arrêtés et ont vérifié verbalement son état par la fenêtre, car il aurait pu y avoir quelqu'un caché, prêt à tendre une embuscade. Lorsqu'il est apparu clairement qu'elle était en hypothermie grave et qu'elle saignait des pieds, ils sont sortis et l'ont laissée monter dans la cabine du camion. Cette jeune fille a dû vivre une expérience terrifiante. Je ne voudrais certainement pas que 2 ploucs d'âge moyen viennent me chercher à 40 miles de n'importe quelle ville. Ils ont mis le chauffage à fond et l'ont conduite jusqu'à une station-service de campagne toute proche, où ils étaient des clients réguliers et des amis du propriétaire et de sa femme, une infirmière à la retraite. Lorsque la jeune fille a enfin pu articuler ces mots, elle leur a raconté qu'elle et son petit ami s'étaient rendus là pour boire et avoir des relations sexuelles. Lorsqu'elle a commencé à avoir des crises d'épilepsie pendant les rapports sexuels, il s'est mis en colère, a attrapé ses chaussures et les a jetées dans la rivière. Lorsqu'elle est sortie de la voiture pour les retrouver, il est parti, la laissant dans des températures presque glaciales, en sous-vêtements. Elle a estimé avoir marché environ 4 miles sur un chemin de terre avant que mon père ne la trouve. C'est une bonne chose que les chasseurs commencent tôt, car elle aurait pu mourir. Cela ne s'est pas produit pendant la chasse, mais à l'âge de 12 ans, je cherchais des bouteilles dans un ruisseau sur une colline boisée. J'ai entendu des pas lourds derrière moi. Ils sont lents et semblent plus lourds que ceux d'un humain ou même d'un mâle. Je suis presque paralysé lorsque je me retourne et que je vois 2 trous sur une bosse de cuir rugueuse. Quelques secondes et une crise cardiaque plus tard, je réalise que c'est juste la vache du voisin qui est sortie et que son museau était à quelques centimètres de mon visage. Je passe beaucoup de temps dans l'arrière-pays en hiver. En général, il n'y a que moi et un ami,
la plupart des sentiers que nous empruntons sont populaires en été et totalement morts dès qu'il commence à neiger. L'hiver 2014, nous avons parcouru environ 3 km et nous avons vu ce petit sac à dos noir au milieu du sentier. Nous n'avions pas vu d'autres voitures au départ du sentier ni de personnes autour, mais ce sac à dos n'était pas là depuis longtemps car il n'y avait pas de neige dessus, il avait neigé la nuit précédente. Nous nous sommes dit que s'il était encore sur le sentier quand nous ferions une boucle, nous le prendrions. Après environ 4 miles, mon ami et moi étions en train de discuter quand j'ai remarqué une grande silhouette qui s'agitait dans les arbres devant nous. Nous nous taisons et nous entendons cet homme divaguer tout en faisant les 100 pas. À ce stade, nous sommes plutôt effrayés et décidons de faire demi-tour lorsque nous entendons « Eh, salut vous » et que ce type commence à marcher vers nous, puis surgit un autre type avec une caméra vidéo de très bonne qualité. Il s'est avéré que ce type était en fait un rappeur et qu'il filmait un clip vidéo pour l'une de ses nouvelles chansons dans la forêt. Il s'était garé avant le début du sentier et nous n'avions pas remarqué leur voiture. Ils ont fini par être très sympathiques et nous ont donné une carte, et nous avons compris qu'il s'agissait de leur sac à dos que nous avions vu sur le sentier quelques kilomètres plus tôt. Nous avons fait nos adieux et sommes partis. Mais bon sang, j'étais sûr que nous allions être tués dans les bois. Lorsque j'étais enfant, un braconnier a dû me prendre pour un cerf ou quelque chose comme ça et m'a tiré dessus. La balle s'est écrasée sur un arbre au-dessus de ma tête. J'ai immédiatement tiré 3 coups de feu aussi vite que j'ai pu, non pas sur le tireur, mais en l'air. Dans mon groupe de chasseurs, 3 coups de feu immédiats signifient « help ». Mon père et notre club de chasse sont immédiatement venus voir ce qui s'était passé en klaxonnant dans leur camion pour me faire savoir qu'ils arrivaient. Je me suis allongé sur le sol jusqu'à ce que je sache qu'ils étaient près du chemin de terre. Je leur ai raconté ce qui s'était passé et j'ai pensé qu'il s'agissait probablement d'un braconnier qui essayait de s'emparer d'un cerf qui venait de la même route. Ils ne l'ont pas vu. Il s'agissait d'une propriété privée et nous étions toujours très attentifs à qui se trouvait à tel ou tel endroit et qui chassait à tel ou tel endroit. Personne n'était censé se trouver dans la partie où je me trouvais. J'ai eu une peur bleue. C'était au milieu des années 90. La raison pour laquelle je n'aime pas chasser sur des propriétés publiques est que je ne connais pas les gens qui s'y trouvent. J'ai 2 histoires à raconter. D'abord, celle qui n'est pas si effrayante, j'étais à environ 30 km dans l'arrière-pays pour une semaine de chasse. Tout seul. Je me suis réveillé au milieu de la nuit avec un ours qui enfonçait son museau dans le tissu de ma tente. J'ai immédiatement commencé à méditer pour ralentir ma respiration et faire face à la situation. Parce que je savais que si je bougeais ou si je courais vers ma voiture, je serais mort. Le lendemain matin, j'ai trouvé des empreintes de pattes et ce sont les plus grosses empreintes d'ours que j'ai jamais vues. Deuxièmement, une histoire très effrayante. J'étais au fond des bois cette fois-ci aussi. J'ai installé mon campement dans un très joli petit ravin. Quand je me suis réveillé, il y avait un cercle de gros rochers autour de mon campement. Il n'était pas là quand je suis arrivé et que j'ai monté le camp. Je suis aussi un homme costaud et je n'ai pu déplacer aucun des rochers. J'ai été élevé dans les bois et maintenant je refuse d'y aller sans une arme de gros calibre et je refuse de dormir dans les bois. L'histoire de mon père, pas la mienne, je marchais depuis 2 heures et j'ai décidé de m'asseoir sous un arbre pour voir ce qui se passerait. Alors que je me détendais, j'ai remarqué une lumière qui n'arrêtait pas de passer devant mes yeux. J'ai regardé d'où elle venait, mais je ne voyais rien. J'ai alors regardé vers le bas et j'ai vu un point rouge sur ma poitrine. Un connard utilisait une visée laser et me visait. Je lui ai crié dessus et j'ai commencé à marcher vers lui, mais il s'est enfui. Je suis retourné au camp pour le reste de la journée. Il ne pensait pas que quelqu'un essayait réellement de lui tirer dessus, mais si les gens ne sont pas en sécurité avec leurs fusils, il ne voulait pas être là. Je travaille dans les bois pour vivre et j'ai vu pas mal de choses bizarres. Des gravures dans les arbres, de vieilles voitures déglinguées, des déchets bizarres éparpillés dans les bois, et pas mal de carcasses d'animaux. Il m'est arrivé d'être effrayé, mais je me souviens d'une expérience qui m'a fait froid dans le dos.
Je travaillais avec quelques autres personnes à l'époque, à l'abri des regards mais pas des oreilles. J'ai traversé une petite crête à au moins 3 km de la route la plus proche, au milieu des bois, et j'ai vu ce qui ressemblait à un squelette complet de vache attachée avec des brindilles et un peu de ficelle. Ceux qui l'ont fabriqué l'ont fait asseoir sur un tronc. Ils avaient laissé un tas d'os très net devant la chose, et rien d'autre. Je l'ai vu et j'ai failli m'évanouir. C'était vraiment bizarre, compte tenu de la distance qui nous séparait de la route, de l'épaisseur et de la pente du terrain. J'ai fini par demander aux gens avec qui j'étais de venir vérifier, juste pour le plaisir. J'en ai pris note et nous sommes passés aux parcelles suivantes. Il y a quelques années, j'étais dans le nord de la Colombie-Britannique pour pêcher avec mon père, mon oncle et mes cousins. Le lac et la rivière se trouvaient à 2 heures de route de la ville la plus proche. Nous étions en train de dériver le long de la rivière lorsque j'ai eu besoin d'aller aux toilettes, alors je suis sorti du bateau. Pendant que je faisais mes besoins, j'ai regardé par-dessus et j'ai vu ce qui semblait être le sommet d'un bâtiment. Je me suis tourné vers les gens dans le bateau et je leur ai raconté ce que j'avais vu. Je me suis dirigé vers le bâtiment et j'ai réalisé qu'il n'était pas seul. Il y avait plusieurs maisons et bâtiments au milieu de la forêt. Il s'agissait d'une tribu amérindienne très petite et isolée, et nous avons reculé. Ce n'était pas très effrayant, mais nous ne voulions pas causer d'ennui. Nous avons poursuivi notre route sans aucun contact. En septembre de cette année, je chassais l'antilope près du désert rouge dans le Wyoming. Je venais d'abattre mon antilope et je marchais environ 150 mètres jusqu'à l'endroit où elle était tombée afin de pouvoir marquer l'animal. Je dois préciser que je suis à environ 40 miles de la route principale et que je n'ai pas vu d'autres personnes ou véhicules depuis que j'ai quitté la route principale. Cette région est tellement isolée qu'il est difficile de la décrire. Alors que je me dirigeais vers l'antilope, j'ai levé les yeux et, à environ 1 ou 2 miles au loin, j'ai vu une lumière extrêmement brillante qui survolait le paysage et se dirigeait vers moi. Je me suis dit qu'il s'agissait probablement d'un garde-chasse à bord d'un camion qui venait vérifier mes papiers et tout le reste. Ce n'est pas grave, je continue à marcher et je trouve l'animal, je lève les yeux et cette lumière plonge dans les broussailles de sauge et je ne la vois plus, elle était à environ 800 mètres de moi quand elle a disparu, je remarque aussi que je n'entends aucun moteur si c'est bien quelqu'un sur un véhicule motorisé. Je suis confus à ce stade, je ne sais pas ce qu'est cette lumière ni où elle est allée, mais je continue et je marque l'antilope, il me faut 10 à 15 secondes pour la marquer, puis je lève les yeux et je vois la lumière qui s'éloigne de moi, à une distance de 3 à 5 miles et à une vitesse d'au moins 100 km/h, elle se déplaçait beaucoup plus vite qu'aucun véhicule ne peut le faire sur ce type de terrain. De plus, il n'y a pas de route ou quoi que ce soit d'autre là où la lumière se déplace, donc je ne sais pas comment elle a pu aller si vite. Je suis assez effrayé à ce stade. J'ai préparé l'animal aussi vite que j'ai pu et je l'ai traîné jusqu'à mon camion. Je n'ai aucune idée de ce qu'était cette lumière, bien que d'autres aient supposé qu'il s'agissait d'un drone, mais si c'était un drone opéré par le garde-chasse, pourquoi n'est-il pas venu me voir une fois que j'ai regagné mon camion ? Je ne suis pas chasseur, mais voici mon histoire. J'étais sur une parcelle en train d'examiner et de collecter des données sur des conteneurs d'expédition de 20 pieds qui étaient apparus au cours des derniers mois. Il était évident qu'ils étaient utilisés comme cabanes de chasse pendant la saison de chasse. Alors que je terminais mon travail, je me suis retourné pour retourner à mon véhicule et j'ai vu 2 chasseurs qui se tenaient juste à côté. Ils étaient habillés de la tête aux pieds comme des tireurs d'élite, avec des combinaisons fantômes et des fusils de gros calibre pointés sur moi. J'ai eu une peur bleue. Bien sûr, ils ont fait la fine bouche et se sont énervés contre moi, puis lorsqu'ils ont découvert ce que je faisais, les choses se sont encore aggravées. Je ne les blâme pas vraiment. Ils m'ont vu me promener en regardant et en mesurant tout et en prenant des photos de l'endroit. L'ami d'enfance de mon père a été tué dans un accident de chasse. Il a été abattu en plein milieu de son mirador sur un terrain de l'État. C'était à la fin des années 1980, quand j'étais jeune. Personne ne s'est jamais dénoncé et je doute, vu l'angle et le calibre de la balle, qu'il l'ait retrouvé. À ce jour, son meurtre n'a pas été élucidé. Après cela, ma mère a interdit à mon père d'aller à la chasse, et par extension, à moi. De toute façon,
J'entends trop d'histoires de gens qui se saoulent et font des choses stupides avec des armes à feu dans les bois. Aujourd'hui, j'ai la chance de posséder une propriété de 3 hectares où je peux chasser un cerf presque chaque année avec un fusil de chasse, mais je ne pense pas que je chasserai un jour sur un terrain de l'État. L'une de mes expériences s'est déroulée sur un terrain familial en Caroline du Nord, où je vivais auparavant. Comme je chasse toujours, cela ne m'a jamais empêché d'y retourner. Nous l'appelions le bruit. Aujourd'hui encore, si vous interrogez les personnes qui vivent ou ont vécu à proximité de ces terres, elles savent exactement de quoi vous parlez. Quoi que ce soit, c'était très fort et très rapide. C'était comme un cri primitif très fort. La première fois que je l'ai entendu, je chassais avec mon père et mon frère. Nous chassions à l'approche et nous nous déplacions très lentement et méthodiquement dans la forêt. J'ai remarqué que tout était devenu étrangement silencieux et que la seule chose que l'on entendait était l'eau qui coulait sur les rochers du ruisseau. Mon père nous a arrêtés et nous a dit de ne pas bouger. Dès que nous nous sommes arrêtés, un cri a retenti derrière nous, si fort qu'il m'a fait bourdonner les oreilles. Mon père n'a jamais montré de peur et a toujours été rationnel, il avait l'air très nerveux et j'étais prêt à me chier dessus. Mon frère avait son fusil à l'épaule et regardait autour de lui pour essayer de le repérer, juste pour voir ce que c'était et s'assurer qu'il n'était pas proche. Puis il hurle à nouveau, il semble maintenant plus proche et en face de nous. Mon père me met la main sur l'épaule et me dit de courir vers la voiture. Je me lève comme un lapin effrayé et je cours aussi vite que mes jambes me le permettent. Nous courons tous et nous pouvons entendre cette chose crier pendant que nous courons, comme si elle suivait facilement le rythme. Je peux voir la route de gravier devant moi et je sais que la voiture est proche. Elle pousse un autre cri qui semble être à ma gauche maintenant et très proche. Je fais un bond à droite et nous glissons tous sur la route à environ 100 mètres au-dessus de la voiture. C'est alors que j'entends ce sifflement bizarre provenant des bois et que tout redevient normal. Les oiseaux gazouillent, les écureuils crient, les corbeaux croassent. Nous nous sommes arrêtés pour reprendre notre souffle et nous avons marché vers la voiture, prêts à tout. 100 mètres n'ont jamais semblé aussi loin. Ce n'était pas la dernière fois que je l'entendais. En fait, j'ai d'autres histoires liées à ce bruit, que je partagerai volontiers si quelqu'un le souhaite. Ma famille a essayé de le trouver pendant des années pour comprendre que lorsque nous pensions être proches, il était ailleurs. Même les chiens de chasse entraînés s'éloignaient de cette chose. C'est bizarre mais j'aime toujours chasser, je me dis que si quelque chose m'attrape pendant que je chasse, au moins je fais quelque chose que j'aime et comme je suis proche de la nature, je récolte ses richesses et je la remercie pour cela, un jour mon corps la nourrira ainsi que les animaux que j'ai chassés. Lorsque j'étais plus jeune, j'avais l'habitude de parcourir la Californie du Nord à cheval pendant des semaines. C'était à la fin des années 70 et au début des années 80. J'utilisais rarement une boussole, mais j'avais toujours une carte de ma région. Je me débrouille assez bien à l'estime grâce aux points de repère, et je ne me suis jamais perdu de ma vie. Sauf une fois. Je me trouvais dans la forêt nationale de Sea Rivers, en direction du sud, vers le comté de Trinity. C'est un terrain très accidenté, plein de hautes crêtes, de collines abruptes, de rochers partout et de broussailles méchantes pour vous emmêler. Je suivais les crêtes, me dirigeant généralement vers le sud, et essayant de trouver des endroits faciles pour passer à la crête suivante quand cela devenait pratique. Le ciel était partiellement nuageux, et il faisait froid pour cette période de l'année, puisque nous étions au début du mois d'août, et que les températures étaient normalement de 90 F pendant la journée. J'ai trouvé un endroit raisonnable pour traverser jusqu'à la prochaine crête au sud et j'ai commencé à descendre. Quand je suis arrivé dans le ravin, il s'est avéré que ce qui semblait facile vu d'en haut était en fait un cauchemar rocheux. J'ai commencé à remonter le ravin pour trouver un endroit plus facile pour sortir de là. Le vent s'est levé et il a commencé à pleuvoir. J'ai marché pendant environ 1 kilomètre, je n'ai rien trouvé qui me donnait envie de risquer mon coup, et plus important encore, les sabots de mon cheval, et j'ai décidé de commencer à remonter par le côté que j'avais descendu à l'origine. Je suis arrivé au sommet, j'ai jeté un coup d'œil autour de moi pour m'orienter, et je me suis figé de stupeur. Le paysage était complètement différent. Je ne veux pas dire qu'il était plus bas, plus facile ou moins rocheux. Je veux dire que tous mes points de repère avaient disparu. Certains d'entre eux étaient des sommets situés à 30 à 40 miles de distance, d'autres étaient beaucoup plus proches.
C'était complètement différent. Je n'avais aucune idée de l'endroit où je me trouvais et j'étais complètement désorienté. J'ai sorti ma carte et j'ai commencé à revoir l'endroit où je me trouvais, les angles des collines par lesquelles j'avais navigué plus tôt, etc. Je n'ai rien trouvé qui corresponde. La seule chose que je pouvais identifier avec certitude était la route qui montait depuis le ravin que je venais de traverser. Comme le temps était nuageux, je ne pouvais pas m'orienter en fonction du soleil. Je n'avais que les points de repère que j'utilisais pour l'estime, et ils avaient disparu. Le vent s'est levé et il fait très, très froid. Je m'attendais presque à ce qu'il neige. Je n'avais aucune idée de l'endroit où je me trouvais, alors j'ai décidé de revenir à ma dernière position connue et de voir si je pouvais reprendre là où je m'étais arrêté. J'ai commencé à descendre la colline, je suis arrivé au fond du ravin et j'ai commencé à remonter le ravin dans la direction opposée. Cette fois-ci, j'ai fait très attention, guettant les signes de mon passage précédent et de la colline que j'avais descendue en premier lieu. La pluie s'est arrêtée, le vent s'est calmé et la journée a commencé à se réchauffer. J'ai retrouvé le sentier que j'avais emprunté pour descendre la colline, je l'ai remonté et je suis arrivé au sommet. Tous les points de repère étaient là maintenant. Je ne savais plus où j'en étais. J'ai continué à avancer sur la crête, en regardant attentivement pour retrouver l'endroit où j'étais monté auparavant. Lorsque je suis arrivé à l'endroit où je pensais qu'il devait se trouver, il n'y avait aucun signe. J'ai fait des allers-retours pendant un certain temps, essayant de retrouver ma trace, mais sans succès. Tous mes points de repère étaient là. Finalement, j'ai abandonné et j'ai continué sur la crête. Un peu plus tard, j'ai trouvé un sentier facile pour descendre, et un sentier facile pour remonter de l'autre côté, et j'ai continué mon chemin. Aujourd'hui encore, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Même s'il bruinait, j'aurais dû être capable de voir les points de repère les plus proches, et honnêtement, les points de repère les plus éloignés étaient suffisamment grands pour être vus. D'ailleurs, en y repensant, il n'y avait aucun signe de bruine lorsque j'ai continué jusqu'à l'endroit où j'étais monté la première fois. Et les écarts de température étaient importants ce jour-là, facilement 30-40 F. Ce n'est pas rare en montagne, mais vraiment étrange pour cette période de l'année à cet endroit. Autre chose, à l'origine, j'avais choisi de descendre à cet endroit parce que rien ne m'empêchait de remonter de l'autre côté. Je pouvais voir facilement depuis le sommet de la crête. Mais quand je suis arrivé, il y avait des tonnes de rochers qui me bloquaient alors que j'aurais dû pouvoir les voir depuis le sommet. C'est inquiétant et effrayant. Sur le moment, bien sûr, mais j'étais plus concentré à essayer de m'orienter. Mais en y repensant, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Je ne suis pas un chasseur, mais un pêcheur à la mouche qui passe tous ses week-ends à parcourir des rivières et des ruisseaux éloignés à la recherche de truites brunes. J'habite à Montréal, ma routine habituelle est de me rendre en voiture à une rivière qui commence dans le nord de l'État de New York, de pêcher sur quelques kilomètres de la rivière, là où personne ne vit ou ne va vraiment. Ensuite, je traverse la frontière et je retourne à la rivière du côté canadien. J'y suis donc allé un matin tout seul, j'y étais déjà allé plus d'une centaine de fois, ce n'était donc pas un nouveau territoire. Cela dit, je me rapprochais de la zone où d'autres pêcheurs m'avaient averti de la présence de propriétaires terriens en colère et de menaces de la part de gars armés de fusils de chasse, alors j'étais assez vigilant. J'arrive à la section de la rivière où elle se divise en quelque sorte, autour d'une petite île, une sorte d'île de 50x100, avant qu'elle ne se reconnecte et que la rivière ne dévie vers la gauche. La plupart du temps, je reste à gauche de l'île, il y a peu de trous. Ce jour-là, j'ai pris à droite, ce qui fait que ma vue sur la rivière était obstruée jusqu'à ce que j'arrive à l'angle de l'île. J'arrive au point de vue, je lève les yeux et à environ 250 pieds devant moi, je suis là à regarder un animal beige et doré qui traverse la rivière. J'ai d'abord pensé à un chien. Mais, pas de maison. C'est une zone trop isolée. Je suis là à regarder cette chose qui traverse la rivière, et les choses se bousculent dans ma tête parce que ce que je regarde n'a pas de sens par rapport à l'endroit où je me trouve. Cette chose ne m'a toujours pas vu, elle se ferait un chemin avec précaution dans un à 2 pieds d'eau en essayant de traverser à une allure déterminée. C'est alors que je remarque la queue. Je connais beaucoup de chiens, mais je n'ai jamais vu une queue pareille. Les poils de ma nuque se dressent. Putain de merde, je suis en train de regarder un puma, dans le nord de l'État de New York, à environ 1 kilomètre de la frontière canadienne.
Je recule d'un pas derrière l'arbre. Je suis resté là encore quelques secondes à regarder cette chose traverser. Lorsqu'elle est arrivée de l'autre côté, elle s'était lancée sur un talus d'environ 20 mètres en quelques bonds. Il n'y avait aucun doute sur ce que j'avais vu. Après avoir aidé mon père et mon frère à écarteler un gros élan mâle au milieu de nulle part, je suis monté en premier sur la colline parce que j'avais la charge la plus légère. Je me suis dit que j'allais monter mes quartiers jusqu'au sommet, puis redescendre pour aider mon père avec la cage thoracique. Il venait de cesser de neiger et lorsque je me suis reposé au sommet de la colline, j'ai jeté un coup d'œil en bas et j'ai vu des empreintes de pattes dans la neige, qui n'étaient pas recouvertes de neige. D'après leur taille, je savais qu'il s'agissait d'un loup ou d'un puma, mais en y regardant de plus près, je me suis rendu compte que je n'avais vu que des coussinets sur le pied et non des ongles ou des griffes faisant une marque à l'avant de l'empreinte. Cela signifiait que je voyais bien les traces d'un grand puma qui se trouvait à 50 mètres de nous pendant que nous travaillions sur l'élan. Mon père était en bas de la colline, j'avais un quart avant sur mon dos et un quart arrière sur le traîneau que je tirais derrière moi, et je n'avais pas d'arme. Je savais que nous n'étions que 3 et que je serais entouré de mon père tout le temps, qui était armé, alors je n'ai pas apporté d'armes à feu supplémentaires. J'étais un buffet ambulant à l'endroit même où le chat se trouvait quelques minutes auparavant, il ne fait aucun doute qu'il me regardait. J'ai posé calmement les pièces de monnaie et je suis allé voir mon père. Il a reconnu que j'aurais dû faire ce que j'avais fait et a même plaisanté à ce sujet en disant « Au moins, notre charge sera moins lourde quand nous remonterons », je parie qu'il a pris la pièce de 25 cents de l'avant. Nous avons remonté la colline et mes quartiers étaient restés intacts, sans aucune trace de chat autour d'eux. Nous étions tous les 3 paranoïaques à l'idée de parcourir les 3 kilomètres qui nous séparaient du camion, ne sachant pas si à un moment ou à un autre le chat pouvait décider qu'il avait faim. Nous sommes rentrés à la maison sans encombre et nous avons ri de tout cela pendant que nous nettoyions et dépecions l'élan. Il y a longtemps, mes grands-parents ont acheté une petite cabane dans les bois en Pennsylvanie. Mon père, mon oncle et ma tante sont tous de jeunes enfants. Mon père m'a raconté cette histoire. Ils sont tous assis dehors autour d'un petit feu lorsqu'ils entendent des branches cassées et des pas venant de l'obscurité. Ils pensent qu'il s'agit d'un ours noir parce qu'il est proche, mais ils ne le voient pas. Il semble se diriger tout droit vers mon oncle, le plus petit des enfants. Il commence à paniquer alors que tout le monde lui dit de ne pas bouger. Cette grosse bête noire est maintenant à portée de main et il tremble comme une feuille, les yeux fermés. Tout à coup, elle ouvre ses mâchoires et commence à lui lécher le visage. Il s'avère que la propriété voisine appartient à un couple qui élève des chiens Terre-Neuve et l'un d'eux s'est échappé. J'ai grandi dans la réserve du Nouveau-Mexique. Je suis blanche et mon beau-père est Navajo. En tout cas, c'est une région rocheuse, désertique et montagneuse, comme le Grand Canyon, mais en plus petit, où les Blancs ne vont jamais. Les Navajos de l'époque détestaient vraiment les Blancs. On pouvait marcher toute la journée sans jamais voir personne. J'étais sur mon cheval en train de chasser et je suis arrivé à une dépression en forme de cercle dans le grès et le sable, comme si quelqu'un l'avait faite il y a très longtemps. Il criait, sautait, donnait des coups de pied et je n'arrivais pas à le calmer. Je l'ai donc éloigné et je l'ai attaché à un arbre. Je suis allé vérifier avec une arme bien sûr. C'était juste un grand cercle d'environ 1 pied de profondeur et on aurait dit que quelque chose avait été construit là, mais il y a très longtemps. Je suis revenu avec des amis, leurs chevaux et leurs chiens. Les chevaux ont fait la même chose et les chiens sont restés au sommet de la colline en aboyant. Personne n'avait la moindre idée de ce que c'était, mais quand nous l'avons dit à nos parents, on nous a dit de ne pas nous en approcher. La seule chose que j'ai pu découvrir, c'est que les Navajos et d'autres Indiens mettaient les personnes et les enfants qui ne pouvaient pas contribuer à la tribu dans un cercle semblable à une fosse pour qu'ils meurent à cause des éléments. Dans les années 70 et 80, lorsque j'étais enfant, j'avais des heures de corvée chaque jour, même si j'allais aussi à l'école. L'exploration de la nature est extraordinaire. J'ai vu des choses que personne ne croirait. Mon pote et moi avons décidé de faire une balade d'Halloween sur un sentier supposé hanté, de nuit. Alors que nous revenions vers la route principale, j'ai vu une voiture garée sur le côté droit du sentier avec les phares allumés.
Je me suis dit que c'était un peu bizarre de voir une berline garée sur un chemin de terre si loin au milieu de nulle part. Nous nous rangeons devant la voiture et arrêtons nos vélos. Lorsque nous nous retournons, il n'y a rien. Pas de voiture. Juste l'obscurité. Je pouvais voir les yeux de mon ami s'écarquiller à l'intérieur de son casque. Je lui ai demandé s'il avait vu une voiture garée sur le côté, il m'a répondu par l'affirmative. C'est alors que j'ai ressenti une sensation de froid des plus désagréables et que mes yeux se sont mis à pleurer. Je me souviens du bruit ou de l'absence de bruit. Pas d'animaux, pas d'insectes, j'ai juste entendu le bourdonnement dans mon oreille. Mon ami m'a dit que nous devions partir, mais je ne pouvais pas bouger, je pense que j'étais en état de choc ou quelque chose comme ça. Il me l'a répété et cette fois, j'ai entendu la peur dans sa voix, on aurait dit un petit enfant. Nous avons enfourché nos vélos et sommes retournés aussi vite que possible sur la route principale. Je campais dans une réserve et j'ai marché jusqu'au lac depuis le terrain de camping. À gauche, il y avait un sentier en bois surélevé, détruit et en décomposition, qui traversait un marécage mort, et à droite, le tuyau de la station d'eau du lac. Lorsque nous sommes arrivés au lac, tous les bruits d'animaux avaient cessé. Le lac était taché de tanins et d'un noir absolu. Les arbres étaient tous brûlés ou morts et le quai flottait sans être attaché à quoi que ce soit. Nous sommes allés sur le quai et pendant que je restais sur le quai, les deux autres sont allés prendre la barque merdique à une rame et l'ont mise à l'eau. Pendant tout ce temps, c'était le silence absolu et mes tripes criaient au danger. Il leur a fallu un certain temps pour revenir au quai, mais ils flippaient eux aussi. Nous avons donc filé à toute allure et, une fois à mi-chemin, nous avons quitté le silence et immédiatement entendu des oiseaux. J'ai fait quelques pas en arrière et c'était le silence. Quelques pas en avant et on entendait les oiseaux. On devrait aller se coucher. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu pour d'autres histoires.